J'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des cas les plus exceptionnels de témoignages, de rencontres avec un objet volant non identifié. On a du mal à croire qu'il vienne sur Terre vu les caractéristiques physiques qu'il avait. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, c'est un petit peu le bazar autour de tout ça. Quand vous voyez aux États-Unis tous ceux qui témoignent sous serment avoir vu des trucs face à eux, ils risquent la prison à vie ou 10 ans de prison ou des peines énormes s'ils mentent. Quel intérêt aurait-il à mentir? Beaucoup de témoins, ils disent même qu'il y a des vidéos en HD de tout ça mais qu'on n'y a pas accès. Bref, c'est pas la question. Tout ça pour dire que des histoires comme ça, des témoignages, il en existe plein. À titre personnel, j'ai également assisté à quelque chose d'extraordinaire que je vous raconterai dans un short peut-être bientôt. On avait vaguement parlé dans une vidéo, mais bref. Je vais donc vous parler d'une rencontre qui a été faite par un policier au Nouveau-Mexique. On est aux États-Unis en 1964 et cette rencontre, elle a vraiment marqué les esprits. Nous sommes le 24 avril 1964 aux alentours de 17h45 dans une toute petite ville du Nouveau-Mexique, dans le désert. Vous avez un agent de patrouille, un policier, qui effectue une observation qui va marquer durablement l'histoire de l'ufologie américaine. Lonnie Zamora, qui est un agent expérimenté de Socorro, rapporte avoir été témoin d'un phénomène aérien accompagné d'un atterrissage et de traces physiques au sol. Et donc ce cas, on va rapidement l'appeler l'incident de Socorro. Vous avez immédiatement les autorités fédérales qui vont s'intéresser à ce qui s'est passé. Lui, il dit avoir vu un engin se poser. Ça pose question. On est sur un policier, bon, il n'aurait aucun intérêt à mentir. Socorro est donc située au Nouveau-Mexique. Elle était à environ 120 km au sud d'Albuquerque. En 64, la ville, elle va compter environ 4500 habitants. Elle vit principalement de l'agriculture, mais aussi de l'élevage et du tourisme. Parce que vous avez comme ça des sites historiques dans la région. Alors voilà, il y a pas mal de gens qui viennent. Alors le Nouveau-Mexique, il possède déjà une réputation particulière concernant les phénomènes aériens non identifiés, notamment depuis le fameux incident de Roswell en 47 qui va alimenter d'innombrables spéculations. Et la région, elle abrite également plusieurs installations militaires très secrètes, enfin plus ou moins secrètes parce que maintenant on sait où elles sont, et vous avez comme ça plein de sites sensibles dans cette région, ce qui alimente encore plus les spéculations. Vous avez par exemple le White Sands Missile Range, qui est un champ de tir de missiles situé à environ 100 km au sud de Socorro. Donc cette proximité avec cette zone militaire stratégique joue un rôle important dans les analyses ultérieures de l'incident. Lonnie Zamora, notre fameux policier qui a été témoin, donc lui il travaille pour la police de Socorro, et il y travaille depuis plusieurs années. Au moment des faits, il a 31 ans, et il a une réputation très bonne auprès de ses collègues, mais aussi de la population locale. Voilà, c'est pas un mec bizarre. Enfin, du moins, il a rien de spécial. Ses collègues vont le décrire comme quelqu'un de fiable, consciencieux. Il a une famille, il est marié, il a un enfant, etc. Il est ancré dans la vie locale, il n'y a pas de problème, il est là. Vous avez rien dans son parcours personnel ou professionnel qui suggère une tendance à la fabulation ou même à la recherche de notoriété. Et donc la crédibilité du témoin principal, peut-être même de l'unique témoin, ça constitue l'un des éléments centraux qui confère au cas de Socorro une importance particulière aux yeux des enquêteurs. On est sur une personne fiable, normalement ce qu'il raconte est vrai, voilà, il n'y a aucun signe que ce soit un énorme mythomane. Nous sommes donc le 24 avril 1964 et c'est là que ça va commencer. Parce que Lonnie Zamora effectue une patrouille de routine dans les rues de Socorro vers 17h45. Il est en train de rouler sur la route US 85 et il est en train de poursuivre un véhicule en excès de vitesse, qui est une Chevrolet noire. Tout à coup, il entend un grondement et aperçoit une flamme dans le ciel, tout ça au sud-ouest de sa position. En gros, derrière lui à droite, il se retourne et il entend un truc. Il va penser tout de suite que c'est une explosion qui est peut-être liée à un bâtiment de stockage de dynamite qu'il connaît dans cette direction. À ce moment-là, il va donc abandonner la poursuite avec la Chevrolet noire qui voulait arrêter. Il va décider d'aller vérifier s'il y a un accident ou une urgence. Alors en fait, cette décision, elle s'inscrit dans ses responsabilités, dans ses obligations de policier. Ça correspond à une réaction professionnelle logique face à ce qu'il perçoit comme un danger potentiel plus important que d'arrêter un mec qui a fait un excès de vitesse. Voilà, des priorités de sécurisation, on va dire. Il va emprunter une route de terre rugueuse et sinueuse qui grimpe vers une zone désertique parsemée de buissons et de rochers. La route, elle est très difficile et sa voiture de patrouille, elle peine à gravir la pente. Alors, durant cette montée, il va entendre à nouveau le grondement, cette fameuse explosion. Il va même le décrire plus tard comme un son aigu et perçant. Ça ressemblait à un son de turbine de réacteur, il dira, un petit peu. Bon, après plusieurs tentatives, il va parvenir finalement au sommet d'une petite crête. Là, il va avoir une vue dégagée sur un ravin qui est situé à environ 150 à 200 mètres de distance. Et c'est à ce moment-là que l'observation à proprement dite va commencer. Là, le mec va halluciner totalement. Alors, Zamora, notre fameux policier, il aperçoit un objet brillant de forme ovale ou elliptique qui est posé sur le sol dans le ravin. L'objet, il est de couleur blanche ou un petit peu argenté. Il mesure 4,5 à 5 mètres de longueur. Il va remarquer ce qui ressemble à des pieds ou des supports sous l'objet, donnant l'impression qu'il repose sur des jambes métalliques. Le policier observe également deux silhouettes à proximité de l'objet, qu'il décrit comme de petite taille, vêtues de blanc ou de combinaisons claires. Ce
stade, Zamora pense assister à une scène impliquant un véhicule accidenté et des personnes en difficulté. Donc lui étant policier, il est là normalement pour aider les gens, eh bien il va vouloir y aller pour aller aider des gens, puisqu'il pense que c'est un accident. Sauf que c'est peut-être E.T. qui a crevé une roue. Alors qu'il descend de son véhicule et commence à marcher vers la scène, le grondement, cette espèce de bruit assourdissant, reprend avec une intensité accrue. Zamora voit l'objet décoller d'un coup du sol. Et vous avez une flamme bleu-orange qui jaillit de la partie inférieure sans aucune fumée visible. Le son par la suite devient assourdissant et le policier, pris de peur, va se jeter au sol derrière son véhicule de patrouille, craignant une explosion. Momentanément, il perd ses lunettes dans sa chute. Et lorsqu'il relève la tête, l'objet s'élève silencieusement dans le ciel, le grondement ayant cessé dès que l'appareil a quitté le sol. L'objet va se mettre à se déplacer horizontalement au-dessus du terrain. Il passe ensuite au-dessus d'une mine à proximité et disparaît enfin très rapidement vers le sud-ouest. À ce moment-là, le flic, il est complètement en PLS, il tremble, il est pas bien du tout. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va retourner à son véhicule, va prendre sa radio et contacter son supérieur pour expliquer tout ce qu'il a vu. Il est là, il se dit, mais attendez, il s'est passé quoi les gars? Il y a un engin de fou là qui vient de me passer devant. Il explique brièvement qu'il vient d'observer quelque chose d'extraordinaire et lui demande de venir sur place le plus rapidement possible. Donc vous avez le sergent Sam Chavez qui arrive sur les lieux quelques minutes plus tard. Donc il est là 10 minutes après que l'objet soit parti. Chavez, il va trouver Zamora visiblement totalement bouleversé, la tête pâle et encore agitée. Là, tous les deux vont descendre dans le ravin pour aller observer s'il y a quelque chose à voir au niveau où était l'objet. Effectivement, les policiers vont trouver deux choses assez troublantes. Le sol va présenter 4 marques rectangulaires distinctes, disposées en forme de trapèze irrégulier. Ces empreintes, elles font environ 8 à 10 cm de profondeur. Elles semblent avoir été créées par un objet très lourd reposant sur des supports. Les dimensions et l'espacement de ces marques correspondent à la description que le policier a donnée des fameux pieds qu'il a vus sur l'objet. L'herbe et la végétation dans la zone centrale montrent des signes de brûlure intense. Il n'y a aucune trace de chenilles, ni de pneus ou de pas humains qui sont visibles autour de la zone d'atterrissage. Rien du tout. À l'exception des traces laissées par Zamora lui-même lors de son approche initiale. Le sergent, il va pas juger le policier en lui disant ouais, t'es fêlé, t'as trop bu. Non, il va appeler carrément des supérieurs encore plus haut pour expliquer ce qui s'est passé, mais aussi des collègues. Et donc rapidement, plusieurs personnes vont converger vers le site. Parmi eux, le shérif du comté et d'autres officiers vont arriver pour sécuriser la zone et commencer une enquête préliminaire. Les autorités prennent des photographies du sol et des buissons brûlés, documentant ainsi les preuves matérielles avant qu'elles ne soient altérées par les conditions météorologiques ou même l'affluence de visiteurs. Vous avez ces photos qui ont été gardées dans les archives officielles et ça constitue des preuves formelles de ce qui s'est passé. Alors dès le lendemain, le 25 avril 1964, l'information elle parvient aux autorités fédérales. Le FBI d'Albuquerque va dépêcher l'agent spécial Arthur Byrne Jr. Il va interroger longuement le policier qui a vu la scène et examine le site avec attention. Son rapport daté du 29 avril 64 conclut que Zamora, le policier, est un témoin crédible et que les preuves physiques sont réelles et inexpliquées. Le rapport du FBI note explicitement qu'aucune explication conventionnelle évidente ne peut être fournie pour les traces observées et que le témoignage de l'officier semble totalement sincère. Ce document, il a été déclassifié par la suite, donc il est public, donc ça atteste de la prise au sérieux du cas par les autorités fédérales à l'époque. Il faut savoir que parallèlement au FBI, vous avez l'Air Force qui va enquêter, puisqu'on parle d'objets volants un peu bizarres. Et donc le cas de Socorro, il va être immédiatement transmis au projet Blue Book, qui est le programme officiel de l'Air Force, qui est chargé d'étudier les observations d'objets volants non identifiés depuis 52. À ce moment-là, celui qui dirige le projet, c'est un gars qui s'appelle Hector Kitalina. Tout ça depuis la base de Wright-Patterson, qui est une base de la Air Force qui est dans l'Ohio. Donc lui, il va désigner le sergent David Moody pour mener une enquête approfondie sur ce fameux cas, cet incident de Socorro. Et finalement, à lui, il y a un autre officiel, un capitaine qui va se greffer, qui s'appelle Richard T. Holder. Et donc tous les deux vont se rendre sur place pour aller enquêter. Alors faut savoir que le projet Blue Book, il accorde une importance particulière au cas de Socorro. Le docteur J. Allen Hynek, qui est astronome et consultant scientifique du programme depuis 1952, va se déplacer personnellement à Socorro pour examiner le site et interroger les témoins. Hynek est professeur d'astronomie à la Northwestern University. Il jouit d'une réputation scientifique solide et a étudié des centaines de rapports d'OVNI pour le compte de l'Air Force. Et donc son approche scientifique va apporter encore plus de crédibilité à l'enquête. Encore une fois, on parle pas forcément d'aliens, on
On est sur des objets volants qu'on a du mal à identifier, qui ont quand même des caractéristiques qui sont au-delà de ce que c'est fabriquer un humain, donc c'est normal de s'interroger. Et donc Hynek arrive à Socorro le 28 avril 1964, soit 4 jours après l'incident. Et durant son séjour, il va interroger très longuement le policier pour savoir ce qui s'est passé, mais surtout voir si le gars c'est pas un mytho. Il va examiner minutieusement le site, collecte des échantillons de sol, mais aussi de végétation brûlée pour analyse. Il mesure les distances, vérifie les angles de vue et reconstitue la séquence des événements avec le policier. Dans ses notes personnelles et ses rapports officiels, Hynek exprime son impression que Zamora est sincère et que l'observation ne peut être facilement expliquée par des causes conventionnelles. C'est un cas, on ne peut pas expliquer ce qui s'est passé, sans parler de choses un peu extraordinaires. Donc il va rapidement écarter des hypothèses de canular et aussi d'hallucination. Il est sûr que le gars n'a pas halluciné. Ou même de méprise avec un avion ou un hélicoptère. Il est persuadé, il le sait, le gars ne s'est pas trompé. Il a vu cette chose. Les analyses de sol révèlent des traces de combustion, mais aucune substance chimique inhabituelle n'est détectée. Hynek va reconstituer également la position exacte de Zamora au moment de l'observation. Il établit que le policier se trouvait à environ 150 mètres de l'objet lorsqu'il l'a vu se poser au sol, et que la visibilité était excellente dans l'air sec du désert. L'angle d'observation et la durée de l'observation, estimés à plusieurs minutes au total, permettent d'exclure une simple confusion avec un phénomène naturel comme un mirage ou bien un reflet. Il note également dans son rapport que le policier a vu l'objet en mouvement, ce qui apporte des éléments très intéressants pour l'enquête. Il y a un élément particulier qui va attirer l'attention d'Hynek, mais aussi des autres enquêteurs, parce que Zamora décrit avoir vu un symbole rouge sur le côté de l'objet. Il va même dessiner ce symbole pour les enquêteurs, le représentant comme une sorte de flèche pointant vers le haut. Tout ça à l'intérieur d'une forme semi-circulaire. Ce détail visuel cohérent dans toutes les versions du témoignage de Zamora va évidemment intriguer tous les spécialistes. Qu'est-ce que c'est que ce dessin? Alors cependant, certains documents indiquent que l'Air Force aurait pu modifier légèrement la description publique de ce symbole pour filtrer des témoignages frauduleux ultérieurs, ce qui serait une technique classique d'enquête consistant à garder certains détails confidentiels. Au fil de l'enquête, parce que ça va avancer un petit peu, vous avez d'autres témoins qui vont arrive. Bien que leur témoignage soit moins détaillé que celui du policier, Paul Kies, un employé par exemple d'une station-service non loin de Socorro, rapporte avoir vu un objet volant brillant dans le ciel, au même moment, se dirigeant vers le sud-ouest, tout comme le policier. Plusieurs habitants de Socorro affirment également avoir entendu un grondement, ou même une explosion à l'heure de l'incident, sans toutefois avoir vu l'objet en lui-même. Ces témoignages secondaires vont encore une fois valider ce que le policier a raconté, puisqu'il y a d'autres gens qui ont vu des choses, et entendu. Il y a le son, mais il y a aussi la trajectoire de l'objet. Voilà, ils sont tous à valider un petit peu le sens où il allait. Larry Kreitzer, qui travaille à la station-service de Whiting Brothers à Socorro, témoignait avoir observé Zamora poursuivre un véhicule sur la route juste avant l'incident. Vous savez, cette fameuse, je crois que c'était une Camaro noire ou une Chevrolet noire, qui voulait arrêter pour excès de vitesse. Donc ce détail confirme la séquence initiale du récit de Zamora. Ça va donc établir une chronologie précise et réelle. Moi, on est sûr qu'il n'y a pas de conneries qui sont racontées là-dedans. Vous avez d'autres résidents locaux qui mentionnent avoir remarqué une activité inhabituelle dans le ciel, ou des lumières étranges dans les jours précédents, mais aussi les jours suivants, le 24 avril. Qui va alimenter encore plus les spéculations sur une présence répétée du phénomène dans la région. Évidemment, le FBI et l'Air Force vont exploiter des pistes conventionnelles pour expliquer ce qu'a vu le policier. Parce qu'évidemment, on ne part pas tout de suite sur ce sont des aliens qui arrivent pour prendre du sable et 3 pâquerettes. On va essayer de voir si c'est pas un ballon météo, si c'est pas un missile, si c'est pas des choses comme ça. Et donc la première piste envisagée, elle concerne un éventuel test d'engin militaire expérimental provenant de la White Sands Missile Range, qui est située à proximité relative de Socorro. Les enquêteurs contactent les responsables de la base, mais ceux-ci affirment qu'aucun test, aucun lancement de missile ou exercice impliquant un appareil correspondant à la description de Zamora n'a eu lieu ce jour-là. Les registres de vol militaires de la zone ne montrent aucune activité aérienne inhabituelle à l'heure et au lieu de l'incident. À moins que ce soit giga top secret, mais je pense que le FBI a peut-être accès, il ne s'est rien passé sur la base ce jour-là. Vous avez une autre hypothèse qui parle d'un prototype de véhicule à décollage vertical, comme un hélicoptère expérimental ou un engin de type Lunar Lander, qui est testé par la NASA ou bien l'armée. Parce qu'en 64, vous avez plusieurs projets de recherche sur des véhicules d'atterrissage lunaire qui sont en cours dans le cadre du programme Apollo. Cependant, les responsables de ces programmes confirment qu'aucun test de ce type n'a été effectué à Socorro, ou même dans les environs, tout ça à cette date. De plus, les caractéristiques de l'objet qui sont décrites par le policier, notamment son décollage silencieux après la phase initiale de grondement, ne correspondent absolument pas à de tels prototypes qui étaient conçus dans les labos de la NASA à l'époque,
ou même de l'armée. Le mystère s'épaissit, comme on dit. On a tous envie que ce soit un alien. Fermez bien vos fenêtres la nuit. On va également examiner l'hypothèse du canular, parce qu'il y a toujours des gens pour faire des bonnes blagues. Et donc, ils vont aller voir cette piste en profondeur, hein. Ils vont pas laisser ça de côté. Vous avez certains enquêteurs qui se demandent si ce sont pas des étudiants ou des plaisantins locaux qui auraient pu mettre en scène l'événement pour tromper Zamora. Alors cependant, vous avez plusieurs éléments qui rendent cette explication très peu probable, voire impossible. Premièrement, vous avez les traces au sol, mais aussi les brûlures de végétation qui sont réelles et nécessiteraient un équipement sophistiqué pour être reproduite. Et deuxièmement, la réaction émotionnelle de Zamora, observée par le sergent Chavez quelques minutes après l'incident, semble totalement authentique et difficile à simuler. Troisièmement, il n'y a personne qui va arriver pour dire c'était une grosse blague, on rigolait, malgré les enquêtes approfondies et les années qui suivent. Mais surtout, le gars dit avoir vu de ses yeux un engin blanc en forme de disque ou de d'œuf ou de tic-tac décoller comme ça sans faire de bruit. Quasiment. Pas au début en tout cas. Le docteur Hynek, dans ses conclusions pour le projet Blue Book, va classer l'incident de Socorro comme non identifié, qui est l'une des catégories les plus rares et les plus intrigantes du système de classification du programme. Parce que sur des milliers de cas étudiés par le projet Blue Book entre 52 et 69, seule une minorité reçoit cette classification réservée aux observations qui résistent à toute explication conventionnelle après enquête approfondie. Dans ses récits ultérieurs, Hynek qualifie le cas de Socorro comme l'un des plus troublants et crédibles de toute sa carrière quand il était consultant pour l'Air Force. Donc autant vous dire que voilà, c'est pris très au sérieux. Le rapport final du projet Blue Book sur l'incident de Socorro, qui est rédigé en 1964, reconnaît l'absence d'explications satisfaisantes. Contrairement à de nombreux autres cas où l'Air Force propose des explications même contestables, le dossier de Socorro reste totalement ouvert quant à la nature de l'objet qui a été observé. Cette conclusion officielle, inhabituelle pour le projet Blue Book, qui tend généralement à privilégier des explications conventionnelles, ça va conférer au cas une légitimité qui va perdurer dans le temps. C'est vrai qu'on n'a jamais su expliquer ce qui s'était passé. Évidemment, l'explication qu'on a tous, c'est un alien qui s'est posé, point final, mais on n'a pas de preuve de ça, on a juste un témoignage. L'incident de Socorro, il va attirer rapidement l'attention des médias, évidemment, les médias nationaux, mais aussi internationaux. Dès les derniers jours d'avril 64, les journaux locaux du Nouveau-Mexique vont publier les premiers articles sur l'observation, et des journaux vont diffuser l'information à l'échelle nationale. Le cas va faire la une des plus grands titres à l'époque, on va le retrouver dans le New York Times, le Chicago Tribune, et d'autres publications majeures vont consacrer des articles à l'affaire. La télévision, elle va également s'emparer du sujet. Plusieurs chaînes nationales dépêchent des équipes à Socorro pour réaliser des reportages sur place. Loni Zamora, initialement réticente à s'exposer médiatiquement, va accepter quelques interviews, mais exprime rapidement sa lassitude face à l'attention constante. En fait, il va répéter constamment et à tous les journaux son récit, il va en avoir ras-le-bol, parce que c'est chiant de répéter toujours la même chose. Le site va même devenir un lieu de curiosité pour les touristes qui vont affluer en masse. Il y a des visiteurs venus de tous les pays pour voir les traces au sol, bien que celles-ci s'estompent progressivement sous l'effet des intempéries et du piétinement. Il y a un astronome d'Harvard qui va aller sur place qui s'appelle Donald Menzel. Ce gars-là est plutôt sceptique face au sujet OVNI et a suggéré plus tard qu'il s'agissait peut-être d'un mirage ou d'une confusion avec une opération militaire secrète. Alors ces explications, elles n'ont cependant pas convaincu la plupart des observateurs. Et à l'inverse, James McDonald, comme le McDonald's où on mange des hamburgers, s'il est pas américain lui, lui c'est un physicien atmosphérique, il étudie l'atmosphère, tout ça à l'université de l'Arizona, et partisan d'une approche scientifique rigoureuse des observations d'OVNI, lui va considérer le cas de Socorro comme l'un des plus crédibles, tant pour la qualité des preuves, mais aussi la fiabilité du témoin. Bon, il n'y a pas tellement de preuves, il y a 3 trous dans le sol et 2 buissons cramés, c'est eux qui jugent, c'est eux les scientifiques, c'est pas nous. Alors faut savoir que cet incident, il va arriver à un moment charnière dans l'histoire, parce que l'intérêt public pour les phénomènes aériens non identifiés connaît une nouvelle vague d'intensité dans les années 60. Socorro devient un des cas de référence cités dans pratiquement tous les ouvrages relativement sérieux consacrés au sujet des ovnis. Les ufologues vont le classer dans la catégorie des observations rapprochées accompagnées d'effets physiques mesurables. Donc en fait, c'est une espèce d'échelle qui a été plus ou moins inventée par Hynek. Si le cas est dans cette catégorie, ça veut dire que voilà, c'est un truc qui est ultra probable. Enfin, du moins, il y a vraiment eu un objet, mais alors qu'est-ce que c'était? Ça, on ne sait pas. Il y a des théories alternatives qui continuent d'être proposées pour ce cas. L'une d'elles, elle est avancée dans les années 80, elle suggère que l'objet pourrait avoir été un ballon expérimental secret de l'Air Force ou un engin de surveillance. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun document déclassifié qui vient étayer cette hypothèse. Et les responsables militaires interrogés à l'époque et ultérieurement maintiennent qu'aucun appareil
appareil de ce type n'était en vol dans la région à ce moment-là. La concordance des témoignages, mais aussi la nature des traces physiques et l'absence d'explications officielles satisfaisantes vont maintenir le cas dans la catégorie des événements authentiquement inexplicables, inexpliqués. Et dans les années 2000, même jusqu'à quasiment aujourd'hui, le policier lui-même reste cohérent dans son récit jusqu'à la fin de sa vie. Il meurt en 2009, à l'âge de 76 ans, sans jamais avoir varié sur les éléments fondamentaux de son observation. Alors dans des rares interviews qu'il a données durant des années, il va exprimer être très frustré qu'on n'arrive pas à expliquer ce qu'il a vu. Il va éviter les questions sur l'origine de l'objet parce que voilà, tout le monde pense la même chose, on est d'accord. Il se contente de rapporter ce qu'il a observé en tant que témoin. Alors sa constance toute sa vie et son refus de tirer profit de sa notoriété va renforcer encore plus la crédibilité de son témoignage aux yeux de nombreux analystes. Bon, le fameux projet Blue Book, il est officiellement fermé en 69 après avoir étudié plus de 12 000 rapports d'observation d'OVNI entre 52 et 69. Le rapport final connu sous le nom de Condon Report, nom du physicien Edward Condon, qui dirige l'étude finale pour l'Air Force, conclut que l'étude des OVNI ne présente pas d'intérêt scientifique majeur et recommande l'arrêt du programme tout simplement. Cependant, le rapport reconnaît que certains cas, dont celui de Socorro, demeurent totalement inexpliqués même après une enquête approfondie. Cette reconnaissance officielle de cas véritablement non identifiés alimente les débats sur la pertinence de la fermeture du programme, mais aussi sur la transparence du gouvernement américain concernant les phénomènes aériens que l'on n'explique pas. Les documents déclassifiés du projet Blue Book, rendus publics progressivement à partir des années 70, désormais largement accessibles en ligne, permettant aux chercheurs contemporains d'examiner le dossier de Socorro dans le moindre détail. Ces archives comprennent des rapports d'enquête, des croquis Zamora, mais aussi des photographies des traces au sol. On y retrouve également toutes les lettres entre les différentes agences qui ont communiqué entre elles. Ça fait l'un des cas les plus documentés de l'histoire de l'ufologie, mais aussi un des cas les plus analysés, parce que vous avez le FBI, tout un tas de gars qui se sont penchés là-dessus. D'autres cas notables vont survenir durant cette période, créant un climat de curiosité et parfois d'inquiétude dans l'opinion publique américaine. Le cas de Socorro se distingue néanmoins par la qualité de son témoin principal, comme on l'a vu, mais aussi l'ampleur de l'enquête officielle et la nature des preuves physiques. Donc ça devient un cas d'école pour ça. Il faut savoir que le cas de Socorro, il a été étudié aussi récemment avec des techniques nouvelles et des spécialistes en propulsion qui ont validé le fait qu'à l'époque, il n'y avait rien de tel qui était capable de faire ça. Alors de plus, l'absence de cratères malgré les flammes intenses observées vont soulever des questions sur la nature de cette propulsion. Ce cas, il est tellement incroyable qu'il est encore étudié aujourd'hui par beaucoup de monde. Il y a des chercheurs qui continuent d'examiner les archives, de réanalyser les données et de proposer de nouvelles hypothèses.